Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce lundi 16 août. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques et la météo de ces prochaines heures. Qu'avez-vous fait en cette période de l'Assomption? Quelles ont été vos occupations, vos activités préférées? Plage, bateau, bar, restaurant ou magasin, qui sait, avec la fin des soldes d'hier. Nous ferons donc, dans un instant, un point complet sur l'activité de vos commerces avec Alexandre Pasta. Il est le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Les sports et la très belle fin de saison en Formula I pour l'écurie monégasque Venturi Racing, avec le succès de Norman Nato à Berlin et un titre de vice-champion du monde pour Eduardo Mortara. Le rugby à 7 et pour l'AS Monaco une belle 7e place à l'occasion du premier grand tournoi de la saison. Et puis, toute dernière étape à franchir pour nos footballeurs s'ils veulent disputer la très excitante et lucrative phase de poule de la Ligue des Champions dès le mois de septembre. Ça passe par une qualification face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Premier acte demain en Principauté. L'expertise ce soir de Vincent Duluc du journal L'Équipe. Mais tout d'abord, on va revenir sur vos loisirs du week-end et de ces dernières journées passées sous un chaud soleil au bord de la Méditerranée. Votre top 3 finalement. Réaction recueillie par Juliette Rappert. Ce qu'on préfère faire, c'est aller à la plage et manger de la glace. Ouais, c'est ça. Ouais, se balader, pas mal se balader. Mais aller beaucoup se baigner à la piscine, faire un petit peu de tennis avec les enfants, des cours couverts. Et puis aller visiter cette belle ville de Monaco. Aller à la plage. Ouais. La piscine, ouais. Même faire du sport quand même. On va à la plage, on mange des glaces, effectivement, on se rafraîchit et puis on profite des visites qu'on peut faire. Ouais. Un long et chaud week-end de l'Assomption. On l'a vu, hein, la plage, les glaces. Ah, les glaces, c'est du commerce aussi. Tiens, alors justement, on va faire un point ô combien important à ce stade, à la mi-août, après le dernier jour des soldes. Avec nous, le président des commerçants et artisans de Monaco, Alexandre Pasta. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur, bonsoir. C'est un temps à aller dans les magasins, justement, il y a eu du monde pour ce dernier week-end? Alors écoutez, les résultats sont assez mitigés honnêtement. Et c'est vrai que les clients potentiels, je pense, se sont surtout dirigés vers le bord de mer, sur les plages. Et on ne peut pas dire que l'affluence ait été extraordinaire. Ah, on vient de l'entendre, c'est vrai, beaucoup d'activités extérieures, mais quand même de temps en temps pour se rafraîchir, même pour manger une glace, ça fait partie de notre commerce aussi. Alors bien sûr, en fin de journée, au moment où le soleil commence à être moins fort, au moment où les températures baissent, on a revu une animation dans les rues de Monaco pour que les gens puissent aller un petit peu au glacier, un petit peu dans de la restauration rapide et aussi, surtout, faire quelques achats de fin de journée. On le savait, ça allait être compliqué. On est conscient avec la crise sanitaire et des pays qui ont l'habitude de venir, hein, des habitants d'autres régions qui ne peuvent pas se déplacer aussi facilement. Je pense, je sais pas, aux Russes, aux Néerlandais. Toute la clientèle étrangère qui d'habitude vient pour une semaine, pour une dizaine de jours chez nous, on va dire facilement, cette année, cette clientèle n'est pas là. Ça veut dire qu'on compte aussi sur notre clientèle locale, sur ces fameux pendulaires, sur les gens qui ont l'habitude de venir, je sais pas, ne serait-ce que pour d'aller en pharmacie ou d'aller chez le coiffeur, tout simplement? Oui, bien sûr. Alors, les pendulaires, le week-end du 15 août, c'est un peu difficile aussi. C'est des gens qui sont souvent en vacances. Donc, c'est pas évident non plus. Non, ça n'a pas été un 15 août, à mon avis, extraordinaire. C'est pas simple non plus, hein, depuis le début de l'été, on le sait, avec par exemple l'arrêt des croisières aussi en principe de Monaco, hein, comme à Venise. Voilà, c'est encore une clientèle qui peut venir acheter quelques petits souvenirs comme chez vous par exemple, et qui ne le fait pas par la force des choses. Évidemment, évidemment. La pandémie a obligé à l'arrêt des croisières dans le monde, et bien entendu au large de la Principauté. Ces croisières, ne l'oublions pas, sont toujours un vecteur énorme de clientèle. Espérons que l'année prochaine, l'élan reparte et que nous puissions retrouver cette clientèle qui nous manque tant. Plus de commerce, ça veut dire aussi peut-être que ça passe par plus d'animation. On a vu quand même qu'on a réussi à maintenir des soirées feux d'artifice, qu'on essaie de mettre de l'ambiance sur le Rocher, qui est un des secteurs les plus sinistrés au niveau du commerce. Hein. Alors bien entendu, le gouvernement, la mairie de Monaco a, il faut le signaler une fois de plus, fait des efforts. Il y a eu des animations organisées sur le Rocher qui ont permis de redonner un petit peu de vie aux quartiers en difficulté.
Les feux d'artifice ont eu lieu. Il y a eu un moment de flottement parce qu'on se demandait avec la mairie si ça allait être possible d'organiser ou pas. Finalement, la mairie et le gouvernement ont décidé de faire ces 2 feux d'artifice. Et bien entendu, à chaque fois, c'est un succès. C'est populaire, ça plaît aux gens. Le port est toujours magnifique. Voilà, c'était un élan qu'il fallait aussi redonner. Question très simple, hein. Y a-t-il eu des laissés pour compte? Est-ce qu'il y a eu des fermetures? Est-ce que des gens ont baissé le rideau chez vous? Alors, là-dessus, c'est très clair. Aujourd'hui, non. On a peut-être eu 1 ou 2 affaires qui ont fermé, mais qui, disons, avant la crise, n'étaient pas non plus au mieux de leur forme. Donc aujourd'hui, le bilan est positif. Je le resignale encore une fois. S'il n'y avait pas eu des aides gouvernementales, des aides de la mairie, je pense que la casse aurait été beaucoup plus forte. Pas facile non plus de lutter contre le numérique aujourd'hui et ces plateformes finalement qui font une concurrence qui est déloyale ou loyale selon vous aujourd'hui? Le commerce de rue aura toujours son importance parce qu'il y a le contact humain. La proximité, oui. Il y a le contact du choix, du toucher. C'est-à-dire que le client peut voir, peut discuter avec la vendeuse, peut partir dans des discussions au sujet des produits, etc. Et ça, toutes les plateformes du monde ne pourront jamais le remplacer. Est-ce que les commerçants sont inquiets chez vous, l'association que vous présidez? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, personne n'a de recul sur une telle situation. Le pass sanitaire est je m'excuse du jeu de mots, est un pass obligatoire. Ouais. On en a bien conscience à l'UQAM, il faut passer par là. Est-ce que ça va être un plus ou un moins? Moi, je serais tenté de dire que ça va être positif, parce qu'au moins, ça va permettre aux gens de nouveau circuler tranquillement et de retourner dans les magasins et de pouvoir refaire des achats normalement. On vous souhaite un bel été, une belle fin d'été, en tout cas une belle reprise, parce que vous êtes l'un des artisans évidemment à cette reprise, avec toutes vos équipes bien sûr. Alexandre Pasta, président des commerçants et artisans de Monaco. On vous dit à très vite sur Monaco Info. Merci, bonsoir, à bientôt, merci. Et sans plus tarder, votre premier point info avec Alexandra Pani. On va parler des vacanciers de retour au pays. Alexandra, bonsoir. Bonsoir Christophe, les vacances sont déjà finies pour certains. Le gouvernement a donc appelé à la vigilance au retour d'un séjour à l'étranger. Les résidents sont invités à se faire dépister dès leur retour en principauté. De nombreuses contaminations sont importées par des personnes revenant de vacances qui peuvent contaminer à leur tour leurs proches. Ce dépistage préventif peut ainsi casser rapidement une chaîne de contamination. Une vague de chaleur s'abat sur la Côte d'Azur depuis quelques jours. Alors attention aux plus vulnérables. On a tendance à sous-estimer les effets des fortes chaleurs sur notre corps dans nos régions. Il est pourtant essentiel de prendre des précautions pour les enfants et les personnes âgées, mais également à tout âge. Quelques gestes simples suffisent pour réduire les risques d'accident. Avant toute chose, pensez à bien vous hydrater régulièrement tout au long de la journée. Évitez de rester en plein soleil, de s'exposer aux heures les plus chaudes, soit de 11h à 17h. Il faut éviter au maximum les activités extérieures trop physiques. Vous pouvez porter un chapeau et des vêtements amples et légers de couleur claire de préférence pour permettre à votre corps une bonne aération. Et maintenez votre logement au frais en fermant les stores et fenêtres la journée et en les ouvrant la nuit pour aérer. Et les vacances, Alexandra, sont loin d'être terminées, mais dans les établissements scolaires, on prépare déjà la grande rentrée. Une rentrée qui se déroulera le lundi 6 septembre. Les parents ont sûrement déjà commencé à faire les emplettes pour les fournitures scolaires, mais il faut penser également aux inscriptions pour la cantine et la garderie. Les dossiers complets devront être envoyés entre le 23 et la fin du mois d'août selon les établissements. Et puis retour sur la célébration de l'Assomption. Le 15 août correspond à l'Assomption de la Vierge Marie, l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie, soit l'enlèvement au ciel de la mère de Jésus-Christ. Cette journée célèbre à la fois sa mort, sa résurrection, son entrée au paradis et son couronnement. Chaque année, une messe est ainsi célébrée. Les sports et le Monaco Rugby Sevens qui participait ce week-end à Aix-en-Provence à la première étape de l'Inextenso Super Sevens. Les Monégasques ont terminé 7e sur 16 équipes.
de ce premier grand rendez-vous. Frédéric Elion revient ce soir sur le parcours des Rouges et Blancs. 3 étapes pour décrocher son ticket pour la grande finale à Paris. L'Inextinso Super 7, c'est le premier championnat professionnel des clubs de rugby à 7. 16 équipes sur la ligne de départ, les 8 meilleurs sont qualifiés pour la finale en novembre à la Paris La Défense Arena. Pour cette première étape à Aix-en-Provence, le Monaco Rugby 7 s'entame son tournoi par un 8e de finale contre Bordeaux-Bègles. Dans des conditions extrêmes, sous une chaleur étouffante, les Monégasques font le boulot et l'emportent 29-14. Les mecs ils ont montré là une belle victoire, un beau match, effectivement en phase éliminatoire. On a fait le plus dur. Maintenant on rentre dans le tournoi et je pense que eux c'était leur premier souffle. La plupart des mecs n'avaient pas rejoué à 7 depuis un mois et certains même depuis 1 an ou 2 ans. Donc voilà, je pense qu'ils ont tous hâte d'attaquer le deuxième match. Un gros morceau attend les Monégasques pour le quart de finale, la section paloise, finaliste de la précédente édition. Un match frustrant puisque Pau l'emporte de justesse, 26-21, grâce à un essai entaché d'1 en avant. Le Monaco Rugby 7 doit évacuer cette frustration et se remobiliser pour son match de classement, pour la 5e place à 20h48 contre le Biarritz Olympique. Une rencontre que les Monégasques maîtrisent, menés de 2 points à la mi-temps. Ils renversent le BO pour virer en tête 26-21 à la sirène. Une dernière touche à négocier et c'est la victoire, mais une incroyable erreur offre une dernière pénalité à Biarritz qui inscrit un essai pour s'imposer à l'arraché 28-26. Le fameux petit détail du haut niveau, c'est vrai que on n'a pas le droit de jeter un ballon en touche à la main au rugby. Alors voilà, c'est un jeune joueur, il faut aussi qu'il apprenne de ses erreurs et je suis sûr que maintenant, dans sa longue carrière, il ne le fera pas. Ça coûte le match à ses copains, mais bon, voilà, ils sont là pour apprendre aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent au niveau amateur. C'est loin de joueurs de top 14, donc voilà. L'objectif, il est quand même rempli sur ce tournoi. Il fallait être dans les 8 premiers. Voilà, et surtout, on se construit aussi dans la victoire, mais aussi dans la défaite. On va pouvoir apprendre de tout ça. Prochain rendez-vous pour le Monaco Rugby 7, la 2e étape de l'Inextinso Super 7 à Toulouse, samedi 21 août. Reportage signé Frédéric Elion. Alexandra, on vous retrouve pour la suite de l'actualité et du sport automobile. Pour commencer, et Monaco, tout en haut de l'affiche. La saison se sera terminée sur un week-end idéal pour l'équipe Rocket Venturi Racing. Une saison qui s'est clôturée ce week-end à Berlin. Norman Nato décroche sa première victoire sur la dernière course dimanche. Eduardo Mortara conclut cette belle saison en remportant le titre de vice-champion du monde de Formule électrique derrière le néerlandais Nick de Vries. Football, match à enjeu demain soir pour l'AS Monaco en barrage aller de la Ligue des Champions. Les Monégasques affronteront mardi à 21h à domicile les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Un match important dès ce début de saison puisque la qualification en phase de poule de la Ligue des Champions est en jeu. Christophe, je vous propose d'écouter Aurélien Tchouaméni avant cette rencontre. C'est sûr que le match de demain, on l'attend avec beaucoup d'excitation. Mais à la fin, notre objectif, ça sera le même que ça l'a été lors du match contre Lorient et ça sera le même contre Lens, on veut gagner. Ça va changer peut-être au niveau du spectacle parce qu'il y a des équipes qui vont moins avoir tendance à vouloir garder le score. Mais non, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur, notre principal but, c'est de gagner. Ça va commencer par demain et on verra notre résultat à la fin. Cette conférence de presse d'avant-match était également l'occasion de présenter les 2 nouvelles recrues de l'ASM, le Brésilien Jean Lucas et le Néerlandais Myron Boadou. Et justement, on va évoquer cette double marche encore à franchir pour l'AS Monaco pour pouvoir jouer enfin et à nouveau dans la cour des grands, dans la grande Ligue des Champions. Avec nous l'expert Vincent Duluc, journaliste à l'équipe et président du Musée national du sport tout près de chez nous, à Nice, quand on quitte l'autoroute en bas à droite à Saint-Isidore. Bonsoir à vous Vincent Duluc. Bonsoir Christophe. Ravi de vous retrouver avec l'AS Monaco, quand même début de championnat un peu compliqué, mais dans la tête il y a la Ligue des Champions. C'est souvent le cas et les grandes équipes comme ça ont du mal à se libérer complètement avant un grand rendez-vous. Allez, rassurez-nous. Oui, en fait, il y a 3 éléments un peu qui se conjuguent. Il y a effectivement le fait que le rendez-vous de la Coupe d'Europe, on va dire, vampirise un petit peu les énergies et la concentration de l'équipe. Et il y a le fait aussi, conseil d'expérience, qu'il ne faut pas jouer un mois d'août complètement à fond, championnat et Ligue des Champions, parce qu'en général, on le paye plus tard. Donc, pour l'instant, le décalage n'est pas trop gênant.
Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, il est tellement important de passer en Ligue des Champions que le mauvais départ en championnat n'est pas tellement important. On a vu la saison dernière que Monaco savait finir un championnat, qu'il savait finir très fort. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de quelques points perdus, à un moment où l'essentiel, effectivement, est de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Oui, enfin, le bilan championnat, on le connaît. Hein. C'est ce match nul face à Nantes et la défaite à Lorient, donc c'est pas simple. Mais la Ligue des Champions, déjà, il y a eu le Sparta avant. On a vu qu'à l'extérieur, on avait été bon. 2-0, puis 3-1 au retour. Là, c'est l'inverse. Hein. On commence à la maison demain soir. Hein. Oui, alors effectivement, en même temps, le fait que Donetsk ne joue pas vraiment de match à domicile à cause, dans la mesure où justement Donetsk est au cœur de la guerre en Ukraine, ça atténue un peu cet inconvénient. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai trouvé que le Sparta Prague, c'était pas si facile que ça, et c'était déjà un vrai match de Coupe d'Europe. Vraiment, il y avait déjà une intensité quand même qui était très européenne. Là, on change un peu de dimension. Ça va être un vrai match de Ligue des Champions. Le Shakhtar est vraiment habitué à ces matchs-là. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, avec beaucoup de joueurs étrangers, avec beaucoup de joueurs étrangers. Donc là, on est vraiment dans une sorte c'est le troisième tour préliminaire, mais là, on est vraiment juste avant la phase de groupe avec des équipes qui ont toutes les deux la valeur d'une phase de groupe. Donc là, ça va vraiment être difficile pour Monaco. Monaco qui débute donc à la maison, match retour. On rappelle quand même la nouvelle règle cette saison en Ligue des Champions, hein, Vincent Duluc. Le fameux but à l'extérieur ne comptera plus double en cas d'égalité. Hein. C'est effectivement une dimension qui n'apparaît pas vraiment dans la conversation et que beaucoup ont oublié, mais qui va faire une vraie différence. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va effectivement libérer les équipes qui jouent le premier match à domicile, parce qu'il n'y aura plus cette chape de plomb qui peut être liée à le fait que si on prend un but à la maison, après, il faut commencer à penser à peut-être en marquer encore à l'extérieur. Là, ça change tout. Ça va permettre d'être offensif, d'attaquer librement à domicile, alors que mécaniquement, après les matchs aller-retour, il y aura un peu plus de prolongation. Il y aura peut-être parfois des tirs au but. Et ça veut dire que si on se qualifie pour la Ligue des Champions, on peut espérer de nouvelles recrues. Ici, la rumeur du moment, il y a Bernardo Silva, hein, l'ancien monégasque. Il y a aussi la rumeur Cristiano Ronaldo, puisque Paris a son Messi. La rumeur Cristiano Ronaldo, j'avoue que ouais, j'y crois moyennement. Mais ce qui est vrai, c'est que même si Monaco a des moyens que d'autres clubs de Ligue 1 n'ont pas forcément, il n'empêche qu'une qualification en Ligue des Champions, et même si les ressources sont un peu plus partagées aujourd'hui, ça veut quand même dire au minimum 40 millions d'euros, et si ça se passe bien, entre 50, 60, 70. Donc oui, la Ligue des Champions a une importance centrale à la fois sportivement et économiquement. Puis le grand événement, Vincent Duluc, ça ne nous échappe pas, nous les amoureux de football, on ne va pas se le cacher, nous sommes des passionnés, même si nous restons des journalistes, c'est le retour quand même du public, ça c'est quand même incroyable dans les stades, ça nous change complètement en France. Hein. Le week-end pour ça était formidable, et c'est quelque chose qu'on a retrouvé avec le formidable Lens Saint-Etienne à Bollaert ce dimanche, où vraiment il y avait de l'ambiance, les couleurs étaient magnifiques, c'était vraiment le foot d'avant et ça faisait un bien fou. Et on l'a encore retrouvé à Marseille dimanche soir pour OM Bordeaux, même si l'histoire ne s'est pas finie aussi bien qu'elle avait commencé. N'empêche que le retour du foot, le retour du public, le retour du bruit, le retour du frisson, mais ça change tout et ça souligne un peu tout ce qui nous a manqué pendant 1 an et demi. Vous avez parlé de la présentation publique des 5 recrues du Paris Saint-Germain, dont Léo Messi. On en fait beaucoup, à votre avis, on en fait trop? Même un poster géant aujourd'hui dans l'équipe de sa taille, heureusement qu'il ne fait pas 2 mètres non plus. En effet, Teddy Riner, c'était plus large et plus grand. Donc, avec Messi, les économies, c'est quand même l'avantage. C'est un événement d'une portée mondiale et on ne peut pas en minimiser la portée. Mais, même si en France, on est toujours dans une logique un peu clanique, pro-OM, anti-PSG et vice-versa, n'empêche que c'est un événement absolument immense pour le foot français. Merci Vincent Duluc. Je rappelle que vous êtes également le président du Musée national du sport français, tout près de chez nous, à Nice. Vous, l'excellentissime journaliste de l'équipe, une grande plume, comme on dit souvent dans notre métier. Merci Vincent et bonne saison avec Monaco aussi. Merci beaucoup. Match, allez, demain soir, on le rappelle, à 21h au Stade Louis II. Tout est joué, en revanche, pour le Festival international d'orgue. La 16e édition s'est terminée hier avec un concert à 4 mains auquel assistait notre spécialiste, José Sacré. Sur le thème de l'orgue en partage, orgue et chansons, orgue et cinéma et orgue à 4 mains, le 16e Festival international d'orgue de Monaco s'est achevé le dimanche 15 août à la cathédrale de Monaco. Ce festival a très bien marché, je suis vraiment très heureux de la fréquentation. On pouvait espérer un petit peu moins de monde et finalement le public est au rendez-vous. On a toujours notre public habitué qui répond présent à chaque concert. Et effectivement, la programmation cette année est tournée autour du partage et
Et les programmes ont été extrêmement variés et on a un retour très positif de la part du public. Ce concert de musique à quatre mains était donné par Olivier Vernet et Cédric Mecler. Cédric Mecler, médecin, chercheur en neurosciences, est aussi organiste et, depuis 2006, joue en duo avec Olivier Vernet. Pour que la formule soit intéressante, il faut partir dans des transcriptions d'orchestre, partir de grandes transcriptions. Et c'est ce qui nous a motivés pour enregistrer un disque à la cathédrale au mois de janvier dernier, autour de la musique romantique française. Pour ça, on est parti de l'apprenti sorcier, le boléro, la danse macabre, etc. Et on est parti des versions que ces compositeurs eux-mêmes avaient réalisées pour 2 pianos ou pour 4 mains. Et on a réintégré le matériel d'orchestre qui pouvait manquer. Le CD Apprenti sorcier, l'esprit symphonique français, qui reprend le programme de ce concert, vient de sortir avec déjà d'excellentes critiques de grands hebdomadaires et de magazines spécialisés. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Alexandra Pagny. Un large ciel bleu au programme de ce mardi, Christophe, et des températures encore bien élevées. Le thermomètre grimpera jusqu'à 28 degrés. La Méditerranée sur nos côtes affichera une température très agréable avec ses 25 degrés. En ce 17 août, nous célébrerons les Hyacinthes. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal avec les instantanés du jour et le grand retour en principauté des basketteurs de la Roca Team. Premiers tests médicaux avant la reprise de contact avec le ballon et ce, à l'orée d'une saison des plus chargées en France comme sur la scène européenne avec l'Euroleague, la plus belle des compétitions sur notre continent. Photo signée ce soir, Manu Vitali. Bonne fin de soirée à toutes et à tous sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour une prochaine édition de votre journal.